Je suis aujourd'hui au cabinet thérapeutique de Sylvie Hérault qui se trouve à Angers dans le Maine-et-Loire. Sylvie est maître enseignante Reiki, praticienne en thérapie énergétique et vibratoire. Son initiation a débuté en 2015 après avoir elle-même reçu des soins Reiki pour mieux comprendre les expériences qu'elle a vécues. Elle reçoit donc la première initiation Reiki et poursuit sa formation jusqu'à la maîtrise, qui est le 4e degré, et qui permet de transmettre à son tour la méthode de soins. Elle ouvre son cabinet en 2018, se forme en continu à d'autres pratiques comme le Lao Chi et la sonothérapie. Aujourd'hui, elle propose des soins à son cabinet, fait des accompagnements aux transitions de vie, transmet aussi diverses pratiques énergétiques en individuel ou en atelier. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvia. Alors, je pense que tout le monde connaît le mot Reiki, mais sait-on vraiment ce qui se cache derrière cette médecine douce holistique qui touche aux énergies? Peut-être que tu peux nous en parler. Oui, alors le Reiki est une pratique de soins énergétiques. C'est un protocole de soins qui a été transmis par Mikao Usui il y a plus d'un siècle de ça. Et le Reiki remet en mouvement notre énergie vitale, le chi, le prana, que l'on retrouve dans les arts martiaux ou dans d'autres cultures, et qui reconnecte notre propre énergie à l'énergie universelle. Donc c'est la partie ki du Reiki, voilà, c'est ça? Le ki, c'est le chi, d'accord, prononcé à l'occidental. Oui. Et le rei représente l'universalité de l'énergie qui nous environne. Et le Reiki permet cette remise en circulation, cette reconnexion de notre propre énergie à l'énergie qui nous entoure. Pour une meilleure harmonisation et de se reconnecter à tout. Très bien, merci. Au niveau de la formation du Reiki, combien de temps se déroule la formation pour pouvoir pratiquer le Reiki derrière? Alors le Reiki tel que moi je l'ai reçu se transmet en 4 initiations, 4 degrés, 4 niveaux différents. Pour le proposer en soins, on préconise en général de suivre la formation au moins jusqu'au 2e niveau. Le 1er degré du Reiki permet essentiellement de pratiquer des soins sur soi-même ou sur nos proches. Donc c'est accessible à tout le monde pour se reconnecter à cette énergie et pouvoir pratiquer dans un cadre personnel. Si on souhaite proposer le Reiki à d'autres personnes et à distance également, il est nécessaire de suivre la formation jusqu'au 2e degré. Le 3e degré nous apporte la maîtrise de la totalité de l'enseignement et le 4e degré nous permet à notre tour de transmettre aux autres cette très belle pratique. Ah, c'est ça, donc le 4e degré permet de devenir en quelque sorte formateur de la méthode de Reiki. Oui, puisque tout le monde ne se prédestine pas à enseigner, à transmettre. Donc le 4e degré est vraiment spécifique pour les personnes qui souhaitent à leur tour proposer le Reiki, mais ne change rien à la pratique de soins en elle-même. D'accord, d'accord. Alors, du coup, est-ce qu'il y a une seule forme de Reiki ou est-ce qu'il y a différents, je ne sais pas, Reiki? Oui, il y a plusieurs Reiki. Alors le Reiki que je propose, c'est le Reiki de Mikao Usui. Donc c'est un protocole que lui a proposé au début des années 1900. Et par la suite, d'autres personnes sont venues y ajouter des pratiques personnelles en leur donnant d'autres noms. Donc on trouve d'autres Reiki, d'autres formes de Reiki avec d'autres noms, d'autres pratiques de soins qui sont dans la même dynamique de... Mais qui s'appelle toujours Reiki à la base? Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Du coup, qui peut en bénéficier?
Et enfin, je veux dire, est-ce que tout le monde peut bénéficier d'un soin Reiki et du coup, quels en sont les bienfaits? Alors, tout le monde peut recevoir un soin Reiki. Donc, le nouveau-né, à chaque âge de la vie, on peut recevoir un soin Reiki. Pour cela, il nous faut bien sûr l'accord de la personne qui recevra ce soin. Donc, si c'est pour un enfant en bas âge, ce sont les parents qui décideront, qui nous verbaliseront cet accord, jusqu'à la fin de vie, où on peut accompagner aussi des personnes en fin de vie à être beaucoup plus dans la sérénité pour quitter cette étape, cette incarnation. Les bienfaits peuvent être multiples. Les personnes qui viennent recevoir un soin peuvent venir pour des problèmes de stress, beaucoup de suites de burn-out en ce qui me concerne, des problématiques de sommeil, des douleurs particulières ou accompagner des soins en cours suivis par la médecine traditionnelle. Ça peut être beaucoup de choses. Préparer un examen, être plus serein pour préparer un concours. Oui, on en revient au problème de stress qui arrivent là. Et donc, vraiment beaucoup de possibilités. Et alors, une consultation, ça dure combien de temps? Alors, les soins que je propose durent en général 1h30, voire 2h. Je prévois toujours un temps d'échange en début de rendez-vous pour justement pouvoir expliquer ce qu'est le Reiki et voir un petit peu quels sont les problèmes actuels pour la personne qui vient, ses attentes. Il y a le soin en lui-même qui dure 45 minutes, 1 heure. Et il y a un autre temps d'échange à la suite de ce soin pour parfois échanger sur ce qui a pu se passer pendant le soin, ce que la personne a pu ressentir ou voir. Voilà, s'il y a des choses à partager, ça n'est jamais obligatoire. Certains n'ont pas envie d'en parler, tout est juste. Donc je prévois toujours un temps d'1h30 à 2h pour un soin. Donc si j'ai bien compris, il y a un temps avant la consultation pour que tu comprennes un petit peu la demande de la personne et ses problématiques, et puis un temps après pour avoir un feedback si la personne le désire. Oui, c'est toujours au libre choix de la personne. Certaines personnes ont besoin de se raconter et d'autres veulent vivre ça personnellement et ils sont plus pressés de partir. Et alors, pendant une séance, il y a un code vestimentaire, enfin il y a une façon de s'habiller particulière? Alors le soin se déroule sur une table de massage, une table de soins où la personne reste habillée et elle est couverte aussi pour être dans un petit cocon et puis permettre au corps d'être bien au chaud puisqu'on se refroidit pendant le soin comme pendant une méditation. Il n'y a pas de code vestimentaire particulier, c'est être à l'aise dans ses vêtements. Alors bien sûr, on enlève les chaussures, s'il y a une ceinture ou une cravate ou une montre qui peut être un peu gênante, on se met à l'aise, mais le soin se déroule habillé, en tenue. D'accord, donc des vêtements plutôt amples dans lesquels on se sent à l'aise, quoi. Oui, d'être à l'aise dans ce qu'on porte. Ok. Et alors, d'après les feedbacks des personnes qui te consultent, comment elles se sentent après un soin? Alors, il y a toujours cette impression première qui est une impression de détente et de bien-être. Certaines personnes vont s'endormir pendant le soin, donc ça laisse vraiment au corps et à l'esprit une totale disponibilité pour recevoir le soin. Donc, il y a vraiment une coupure du quotidien avec un vrai cadeau que l'on se fait de s'accorder une pause, une rupture dans le stress de la vie courante et de s'autoriser à se détendre. Pendant le soin, certaines personnes peuvent voir des couleurs, des scènes de vie, se souvenir de personnes disparues. Il peut se passer plein de choses pendant le soin et c'est vraiment très personnel en fonction de... Et la conséquence, donc, une fois, ça c'est pendant le soin, donc le ressenti, une fois que la personne a fini son soin, comment elles te disent qu'elles se sentent après? Est-ce que tu as un feedback de la personne quelques jours plus tard? Est-ce qu'elles te disent, elles te font un retour?
Donc à l'issue du soin, il peut se passer plusieurs choses. Donc il y a parfois des choses à libérer. Donc on peut le vivre sous forme d'émotion, sans forcément connaître la raison. Donc dans les heures qui suivent, durant le soin ou dans les heures qui suivent, dans la soirée, on peut avoir une envie de pleurer, on peut avoir besoin de libérer quelque chose sans avoir forcément connaissance de la raison, de la cause d'origine. On peut sentir comme une douleur, voilà, quelque chose une gêne au niveau du corps. Ça vient du fait que l'énergie se remet en mouvement et se remet en circulation et vient rencontrer des blocages. Donc des blocages, ce sont des mémoires que l'on a accumulées dans notre corps physique qui génèrent des problématiques au niveau de la circulation des énergies. Et ça peut se passer un petit peu comme un cours d'eau qui rencontre un petit barrage de gravillon, et l'énergie vient pousser ce blocage pour réussir à poursuivre son chemin. Et là, ça va créer une gêne, une douleur, un inconfort. Et ça permet à l'énergie de poursuivre progressivement son chemin, puisqu'elle va s'infiltrer et poursuivre son chemin jusqu'au prochain blocage. Ce qu'on recommande en général, c'est de boire davantage d'eau à l'issue du soin pour justement permettre au corps d'éliminer tout ça. Et effectivement, certaines personnes vont... Alors moi, je reste toujours disponible à l'issue du soin, donc c'est vraiment quelque chose que j'exprime dans ce temps d'échange. Certaines personnes vont me laisser des messages ou m'appeler le lendemain ou les jours suivants pour exprimer leur ressenti, demander si c'est normal, mais en général ça se passe, ça se fluidifie tout seul. C'est vraiment des choses très instantanées qui ne doivent pas perdurer dans le temps, et le soin continue à remettre ces énergies en circulation pendant plusieurs jours. Donc c'est quelque chose qui est très évolutif, donc il peut encore se passer des choses dans la semaine qui vient, puisque cette remise en circulation se fait sur du long cours. C'est bien l'image de la rivière, ça permet de bien comprendre. Oui, le petit ruisseau, oui. Ok, super. Et à quel rythme tu conseilles de faire une séance pour les personnes qui veulent en faire plusieurs? Enfin, je sais pas, est-ce qu'une ça suffit? Est-ce qu'il faut en faire plusieurs? Alors tout dépend si on vient recevoir un soin Reiki en préventif ou parce qu'il y a déjà une problématique qui est venue s'installer. En préventif, comme en médecine traditionnelle chinoise, on propose de recevoir un soin énergétique Reiki au changement de saison, par exemple, puisqu'on est sursollicité, la rentrée des classes, la nouvelle année, le printemps, où on a besoin de se remettre en mouvement et de changer aussi des choses. Si c'est pour venir pallier à une difficulté, on propose en général plusieurs séances, donc 3 ou 4 séances, espacées de 3 semaines environ, pour pouvoir, à la séance suivante, poursuivre sur ce qui a été fait à la séance précédente. Mais tout cela reste au seul choix du receveur, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation de recevoir plusieurs soins, mais bien sûr, en fonction de ce que la personne ressent. Et souvent, en fait, la personne, au bout de 2 semaines et demie, ressentira elle-même le besoin de reprendre rendez-vous. C'est pas quelque chose qu'on pose systématiquement lorsque l'on se rencontre, mais c'est quelque chose qui se ressent à part entière, de dire tiens, ça serait bien de refaire une séance pour aller un petit peu plus loin et poursuivre ce chemin vers le mieux-être. Alors, j'ai une question qui me vient à l'esprit, ces séances-là, est-ce que tu les fais systématiquement en cabinet ou est-ce que tu peux aussi les faire à distance? Alors, je propose les 2 possibilités. Je travaille en cabinet ici, et je propose également des soins à distance pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne sont pas sur le secteur d'Angers. Le soin à distance se passe exactement de la même façon qu'un soin en présentiel, donc sur rendez-vous. On pose un créneau de rendez-vous. Le soin se déroule de la même façon, sur la même durée. Et les bénéfices sont exactement les mêmes. Les ressentis aussi, très souvent, où effectivement la personne qui va recevoir un soin à distance sera en mesure de ressentir à quel moment le soin débute, à quel moment est-ce qu'il s'arrête, et de ressentir des choses pendant ce soin. Et on a exactement
le même résultat puisqu'on travaille dans l'énergie universelle, donc dans le quantique, et on obtient exactement les mêmes résultats. Il est beaucoup plus agréable de se rencontrer en vrai, mais tout est possible. D'accord. Alors là, j'avais une question, mais tu as un petit peu répondu au début. Je voulais savoir si on pouvait apprendre à faire du Reiki juste pour soi, mais d'après ce que j'ai compris, c'est avec le premier degré, c'est ça? Oui, le premier degré, même le deuxième. Ouais. Et en fait, c'est le but principal, en fait. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est ma démarche personnelle, elle est vraiment de donner l'autonomie et les clés à tout le monde afin que chacun puisse, à minima, prendre soin de soi. Donc le premier degré, essentiellement, est fait pour découvrir les énergies, comprendre comment jouer avec les énergies, comment faire un soin en particulier. Et le but premier est vraiment de prendre soin de soi, puisqu'il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Alors, comme je suis un petit peu curieuse, je suis allée voir ton site internet et j'ai vu quelque part qu'il y avait marqué 21 jours. C'est quoi ces 21 jours? Alors 21 jours, on les retrouve dans de nombreuses formations, initiations. C'est vraiment... Alors, à l'issue d'une initiation, on a 21 jours d'auto-soin. Donc, on s'approprie le Reiki pendant 21 jours où on se fait un soin à soi-même. Quand on fait un soin à quelqu'un, on explique que le soin va agir pendant plus ou moins 2-3 semaines. Donc, on aboutit aussi aux 21 jours. En auto-traitement à l'issue d'une initiation, ces 21 jours sont nécessaires pour reprogrammer notre cerveau et acquérir de nouvelles habitudes. Et en fait, au bout des 21 jours, ça devient un automatisme. Donc on a moins besoin d'être très précis dans le protocole de reliance à l'énergie, enfin tout ce qui est mis en œuvre pour s'offrir un soin. Et ça se fait presque tout seul, quoi. Oui. Là, ça me parle parce que tu parles du subconscient et c'est la même chose en hypnose. Et c'est vrai qu'au bout d'une certaine pratique, rien que le fait de souhaiter se relier à l'énergie du Reiki, on sent qu'on est relié à cette énergie sans avoir plus besoin d'aller faire toutes les démarches que l'on apprend au départ, parce qu'on a besoin d'un cadre. L'initiation sert à ça, à nous donner des clés, un cadre et de savoir comment faire pour faire les choses bien. Et c'est important aussi de débuter comme ça. D'accord. Je vais revenir aux soins en cabinet. En fait, quelqu'un qui voudrait recevoir une séance de Reiki, comment être sûr de choisir un praticien qui est officiellement formé? Alors officiellement, c'est compliqué. En France, on n'a pas de reconnaissance du Reiki en France, et je trouve ça un petit peu dommage, parce que si on avait un cadre bien plus strict et précis, ce serait certainement beaucoup plus simple pour tout le monde. Il est important de poser des questions à tout praticien d'ailleurs. Lui demander comment est-ce qu'il a été formé, par qui, depuis combien de temps est-ce qu'il pratique, et puis de s'écouter soi, à savoir est-ce que c'est vraiment la bonne personne, est-ce que j'ai envie de lui confier mon corps physique, mon corps énergétique, d'être en confiance, c'est vraiment important. Oui, il y a le feeling aussi avec le thérapeute qui est important. De trouver la bonne personne. Et le bouche à oreille, pour ça, ça fonctionne bien, justement, d'être attentif à ce qu'on peut entendre dans nos cercles d'amis, et voilà, de choisir un petit peu en confiance, sachant que, comme tout thérapeute, on ne fait pas de promesses, on ne vient pas proposer de solutions miraculeuses, de guérisons miraculeuses, ça n'est pas du tout la démarche. On est vraiment dans un cadre avec un code de déontologie aussi qui est mis en place par un des syndicats Reiki pour essayer justement de cadrer cette pratique et la rendre beaucoup plus cohérente. On peut quand même, un praticien en Reiki peut quand même adhérer à un syndicat. Il existe un syndicat. Il existe un syndicat de Reiki qui souhaite justement valoriser la formation et la rendre acceptable d'un point de vue gouvernemental, dans la reconnaissance d'une pratique qui est conforme et encadrée. Ce qui justifie aussi, on parlait des initiations, des formations tout à l'heure, quand on fait une formation, alors moi je fournis un livret de formation, mais dans lequel il y a la lignée de mes enseignants.
Ce qui permet, si la personne, par exemple, vient me rencontrer pour une initiation au premier degré, si elle souhaite faire le deuxième degré avec une autre personne, l'autre personne devrait pouvoir justifier que dans sa lignée d'enseignants, à un moment, nos enseignants se croisent. D'accord. Et de revendiquer une transmission qui est la même. Oui, identique. De recevoir, quel que soit l'enseignant que l'on va choisir, de recevoir la même formation, la même initiation, et justement d'avoir le choix à tout moment de choisir son enseignant. Oui, très intéressant. Alors, je sors un petit peu du cadre du Reiki parce que je sais que tu as beaucoup d'autres cordes à ton arc et au niveau aussi des énergies, mais d'ailleurs qui pourrait faire le sujet d'autres interviews. Et justement, dans ta pratique quotidienne, comment ça se passe? Parce que le fait d'avoir plusieurs outils, du coup, j'imagine que tu personnalises en fonction du besoin de la cliente. Comment tu fais au quotidien quand tu reçois quelqu'un? Alors je privilégie toujours ce temps d'échange justement pour voir un petit peu avec la personne qui vient à ma rencontre si elle souhaite un soin Reiki traditionnel ou une autre pratique de soins énergétiques ou si elle est ouverte à un soin énergétique d'un point de vue plus global. Si la personne me demande un soin Reiki, je vais respecter le protocole Reiki bien encadré. C'est toujours elle qui est décisionnaire du soin qu'elle reçoit. Si effectivement on me laisse la porte ouverte, je vais proposer un soin énergétique. Et là, pendant ce soin, je vais utiliser des outils qui viennent de différentes formations que j'ai pu recevoir, de différentes pratiques, pour être vraiment dans la personnalisation d'un soin en fonction de la personne qui est là, de ses attentes, de ses problèmes, de ce qu'il y a à faire à ce moment-là et de proposer un soin qui soit idéal à un instant précis. Donc derrière toi, on voit un tambour, on voit des bols tibétains. Donc j'imagine que la sonothérapie fait partie aussi, une partie de la personnalisation que tu peux faire pendant un soin. Oui, les bols viennent de plus en plus souvent en accompagnement des soins, notamment en début de soin pour permettre à la personne de déposer toutes ses tensions et d'être dans un état de relâchement, dans un état méditatif. Et les bols m'accompagnent aussi à la fin du soin. Ça crée aussi une atmosphère un peu plus dynamique. Le tambour est utilisé pour avec d'autres objectifs en fait. Je ne vais pas aller chercher les mêmes réponses ou travailler sur les mêmes problématiques avec le tambour ou avec les bols ou avec le Reiki. D'accord. On touche à des choses différentes. Non, ça fera l'objet d'un autre interview. Écoute, merci beaucoup Sylvie d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu voudrais, toi, apporter des explications complémentaires, des informations complémentaires? Oui, alors on parlait tout à l'heure de comment choisir un bon thérapeute, un bon praticien. Alors effectivement, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que tout thérapeute est soumis au secret professionnel, donc tous les échanges qui ont lieu dans cette dynamique de soins sont confidentiels, donc voilà, tout reste ici. Et également que mon approche énergétique vient en complément d'une médecine traditionnelle, donc je viens apporter un complément, un accompagnement en plus d'une approche médicale et pas en substitution. Oui, donc à aucun moment je ne vais émettre un diagnostic ou demander à une personne d'arrêter un traitement. Bien sûr. Je n'ai même pas le savoir en fait. Donc on est vraiment sur un plus, sur un apport complémentaire à ce qui peut être mis en place d'un point de vue médical et il n'y a pas de substitution et ça c'est important aussi. Très bien. Alors, en fait, non, j'ai encore une dernière question. Comment peut-on prendre rendez-vous avec toi? Même si, sous la vidéo, on aura ton site internet, tes coordonnées, etc. Mais est-ce que tu préfères privilégier le téléphone, l'email? Je ne sais pas, peut-être que tu as un service en ligne aussi pour les rendez-vous? Alors, j'aime beaucoup les contacts, donc je privilégie vraiment les rendez-vous par téléphone. Donc souvent les gens me laissent un petit message vocal et je les rappelle dès que je suis disponible.
Il se passe beaucoup de choses pendant cette prise de rendez-vous par téléphone. Ça crée un premier contact entre nous. Donc à voir effectivement, est-ce que c'est le bon thérapeute pour moi et de mon côté, c'est déjà des premières informations sur le soin. Et en fait, on exprime souvent le fait que le soin débute lorsqu'on met en œuvre cette démarche de chercher un thérapeute, de prendre rendez-vous, et que le soin débute à ce moment-là, et pas uniquement au moment où il y a une vraie rencontre en cabinet. Et effectivement, il y a des personnes, le jour du rendez-vous, vont me dire bah, finalement, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai pris rendez-vous. Mais il y a déjà toute une démarche qui se met en place et des choses qui se mettent en reliance, en connexion, et c'est un petit peu magique quand même. Bon, alors c'est vrai que par la suite, les rendez-vous peuvent se poser autrement, mais le premier rendez-vous, pour moi, il est essentiel. Tu préfères avoir la personne à téléphone. Du coup, tes coordonnées téléphoniques sont sur ton site internet. Donc, en donnant l'adresse de ton site internet, on peut trouver tes coordonnées téléphoniques. Oui, sur mon site, on a le téléphone, l'adresse, tout est là. Parfait. Et puis, voilà, ne pas hésiter à laisser un message et je rappelle. Très bien. Avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup Sylvie, et puis j'espère à très bientôt pour un autre sujet d'interview, parce que ton tambour me pose question derrière. Bon, quand tu voudras, je te remercie beaucoup Sylvia pour cet échange qui apporte, j'en suis sûre, plein de réponses. C'était un plaisir, merci beaucoup. Merci à toi.